Je vous propose de passer notre rendez-vous du jour et d'accueillir notre invité, Laurent Davzy. Laurent Davzy, bonjour. Bonjour. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je pense qu'ils sont assez rares dans le secteur du développement économique, juste quelques petits points, un petit retour sur votre parcours. Alors, j'ai remarqué qu'on vous présente souvent comme un économiste, voire un géographe. Mais finalement, vous n'avez peut-être pas tourné aussi mal. Vous êtes finalement un urbaniste, un aménageur à la base, qui vous êtes intéressé à l'économie des territoires, au développement territorial, et ce qui vous a amené aujourd'hui, d'ailleurs, depuis quelques années maintenant, à être professeur au CNAM, titulaire de la chaire, je la cite, Économie et développement des territoires, où vous enseignez dans le master territoire en formation continue. Mais vous n'êtes pas qu'un enseignant-chercheur, vous avez de nombreuses expériences sur les territoires. Ça, je le dis parce que nous avons en face de nous plus de 150 personnes qui sont professionnels des territoires. Vous avez été consultant pour la DATAR, l'INSEE, divers ministères. Vous avez beaucoup travaillé avec des collectivités territoriales. Alors là, je ne les cite pas parce que vous avez fait le tour de France plusieurs fois, à mon avis. Vous avez certainement le maillot jaune. Paris, Puy-en-Velay, Pays-Basque, Nord-Pas-de-Calais, Brest. Bref, vous connaissez très bien nos territoires. Et puis, bien sûr, dernier point sur votre parcours, pour être très bref, vous avez écrit de nombreux ouvrages, on va y revenir, et notamment le dernier que vous venez de publier il y a quelques semaines. Je le montre parce que c'est vraiment une collection excellente, la collection La République des idées aux éditions du Seuil, et qui s'intitule, votre ouvrage, dernier ouvrage, L'État a toujours soutenu ses territoires. Alors, on va revenir sur cet ouvrage, mais tous les lecteurs assidus, vos lecteurs assidus, ont noté qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage isolé. Vous en avez commis plusieurs, et finalement, celui-là est un peu s'inscrit dans un cycle de 4 ouvrages. C'est un peu le dernier opus d'une série qui avait commencé avec La République et ses territoires. Vous nous parliez de la circulation invisible des richesses, puis la crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale. Après cela, le nouvel égoïsme territorial, le grand malaise des nations. On va parler un peu de tout ça, on y reviendra, on ne va pas parler que de votre dernière analyse. Et puis donc, ce dernier ouvrage. Alors, avant de vous poser les premières questions, je rappelle juste les règles du jeu pour tous nos participants. Euh, Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure sur la discussion, sur le chat que vous connaissez sur Zoom. N'hésitez pas, juste pour nous et surtout pour Laurent Davzy, d'indiquer votre prénom et votre nom et votre territoire si possible. Ça permet toujours de situer un peu d'où vous parlez et bien sûr d'indiquer votre question. Voilà pour les règles du jeu. Et donc, je commence tout de suite par le vif du sujet. On a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets dans votre ouvrage en réalité et dans cette série d'ouvrages. J'ai fait un mix de 2 déclarations que vous avez faites récemment qui pour moi aborde un peu tout et on rentrera dans le détail. Vous nous dites, s'il y a eu abandon des territoires, ce n'est pas par l'État, premier sujet, mais par leurs entreprises et puis leur population. Et j'ai accroché un deuxième élément, je crois que vous disiez ça à la Gazette, vous nous dites, avec la crise sanitaire, on pourrait être à la veille d'une relocalisation massive de la fabrication industrielle. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'abandon de l'État ou pas, les entreprises et les populations, il y a l'industrie. Donc c'est tout ça dont on va parler. Alors je voudrais commencer par la question de l'abandon de l'État. Vous étudiez de manière précise ce que vous appelez, j'aime bien cette expression, la géographie de l'angoisse. Vous êtes intéressé aux territoires ruraux profonds, aux territoires qui ont voté Marine Le Pen au second tour, en vous disant peut-être que c'est un symptôme, peut-être que c'est ceux-là qui sont plus abandonnés. Et puis, vous avez étudié la soixantaine de bassins de vie les plus pénalisés de France. Quelles conclusions tirez-vous? Est-ce que ces territoires périphériques qui sont chers à Christophe Guilluy ne sont pas, pour vous, ne seraient pas réellement abandonnés par l'État? Oui, oui. Oui, les deux questions que vous posez sont liées entre elles. La première, effectivement, la question qui a à voir plutôt avec la question de l'abandon des territoires. Qui les a abandonnés? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les jeunes? Et l'autre question qui est qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'industrie? Est-ce qu'il n'y a pas un retour de l'industrie possible? Oui. On en reparlera de l'industrie, on va creuser, c'est intéressant. Ouais. Elles se suivent d'une façon. Tout à fait. Ça a à voir avec comment finalement c'est le marché finalement qui a beaucoup détruit, qui a beaucoup remis en cause des situations territoriales, mais c'est aussi le marché qui peut-être, dans les temps qui viennent, va un peu racheter ses fautes au profit d'un certain nombre de territoires entre guillemets périphériques. Donc c'est ça qu'on peut avoir comme discussion dès maintenant. Je précise quand même que dans le CV, vous avez eu la chance de développer concernant. Très rapide, très rapide. J'insiste là-dessus parce que on a toujours tendance à considérer que les choses que j'ai développées, qui étaient quand même des propositions un peu théoriques, c'était de la pensée française, que c'était franco-français, que ça a été écrit d'ailleurs par un certain nombre d'auteurs dans des articles, alors que j'ai mené une très grande partie de ma carrière
au niveau international. J'ai travaillé beaucoup sur l'Europe. J'étais un des auteurs du premier rapport sur la cohésion, qui est un rapport qui porte sur les questions territoriales à l'échelle européenne. J'ai travaillé énormément avec la Banque mondiale dans différents pays. J'ai travaillé dans le monde entier, en fait. L'OCDE également. C'est vrai que je ne les ai pas cités, mais c'est important. Beaucoup à l'OCDE. J'étais rapporteur pendant une quinzaine d'années des groupes de travail des politiques régionales qui se réunissaient tous les 6 mois avec tous les responsables de politique régionale des 30 pays industriels. Donc, les analyses que j'ai développées n'étaient pas simplement parce que j'avais fait le Tour de France avec ma bicyclette. Et des guêtres. Et vos conclusions, d'ailleurs, les conclusions françaises que vous tirez, finalement, vous arrivez à en parler comme des conclusions plus ou moins occidentales en réalité. Oui, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur un certain nombre. J'ai fait l'évaluation pour le CDE des problèmes territoriaux au Mexique. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste des travaux que j'ai pu faire, mais c'est vrai que ce que j'ai fait sur la France, j'ai toujours fait dans une perspective d'analyse globale dans les pays industriels. Et je l'ai recontextualisé par rapport même aux analyses qui peuvent être développées. Donc voilà, c'était pour préciser que ce n'est pas simplement parce que la tentation est grande en lisant certains papier que j'ai pu écrire, de dire oui, mais ça, c'est une affaire franco-française. D'ailleurs, le modèle que j'avais proposé d'explication du développement territorial, de la théorie de la base revisitée, la base économique revisitée, quand on avait sorti ça, j'avais commencé par faire des travaux là-dessus, puis ensuite avec Magali Talandier, qui est aujourd'hui prof à Grenoble, on a sorti des travaux qui ont fait pas mal de bruit, et il y a eu toute une sorte de gens qui ont dit, mais ça, c'est de la pensée française, ce qui est vrai pour la France, à savoir que la circulation monétaire, la formation du revenu est plus explicative du développement territorial que la création de richesses, la production. Ça, c'est une affaire franco-française, c'est pas vrai à l'extérieur du sort. Ils sont bien gentils, probablement qu'ils parlent même pas anglais. Ouais, c'est comme ça que les bons économistes traitent des gens qui s'intéressent au territoire. Bon, et à l'époque, avec Magali, on a écrit un livre pour montrer que tout ce qu'on avait raconté sur la France était vrai aussi sur les pays industriels. On l'a fait sur les pays européens, on l'a fait sur les États-Unis, on l'a montré sur le Canada, sur l'Australie, etc. Donc, on a montré que le modèle d'explication qu'on avait, les types d'analyses qu'on a développés, on l'a fait beaucoup sur la France avec les ouvrages que vous avez la gentillesse de citer, mais ça contribue à une explication du développement territorial qu'on retrouve dans tous les pays industriels, et qui n'est pas une affaire, ce n'est pas la singularité, l'exception française. Comme un certain nombre d'analystes, pourtant de bonne qualité, de très bons économistes, on dit de façon un tout petit peu désinvolte. Je précise ça parce que c'est un peu énervant, on va dire. Bon. Alors, j'en viens aux questions. Alors, pourquoi effectivement, c'est le 4e livre de toute une série. Pourquoi celui-là? C'est parce qu'effectivement, depuis quelques années, il y a une montée, enfin, il y a différents thèmes qui sont en train de monter, qui montent même de façon parfois assez brutale, en fait. Hein. Et donc, il y a cette thématique de rejet de l'État, de remise en cause de l'État, de condamnation de l'État, condamnation qui peut même prendre des formes violentes. Il y a une revendication récurrente de plus de justice fiscale, de révolte contre les inégalités, et qui prend des formes que vous connaissez tous. On a bien vu, notamment les Gilets jaunes. Assez fort, même si ça n'a pas représenté, c'est pas la majorité des Français qui étaient sur les ronds-points, il faut quand même le rappeler quand même, hein, c'était une petite fraction. Enfin, il n'empêche, ça a fait beaucoup de bruit, et c'est vrai que comme ils ont été violents, en plus, on les a encore plus écoutés. Ce qui est d'ailleurs un peu embêtant, parce qu'on a eu une pédagogie où on a bien expliqué aux gens que, enfin, les paysans bretons le savaient déjà, hein, quand ils voulaient les préfectures, il y a 20 ou 30 ans, ils avaient, ou les viticulteurs de l'Occitanie, des Languedoc, le savaient aussi. Vous mettez un peu de violence et de brutalité, et du coup, tout le monde vous écoute. C'est ce que disait Al Capone. Hein. On peut avoir des très bons arguments, mais c'est encore mieux qu'on a des très bons arguments et une mitraillette. Et donc, du coup, vous, ce que vous dites, c'est que leurs arguments ne sont pas bons, en tout cas ne sont pas fondés. Alors voilà, donc la question, du coup, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de territoire connaissant des grandes difficultés. Je ne dis pas qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas en situation de désarroi et qui expriment une difficulté, une douleur légitime. Simplement que ce n'est pas aussi caricatural que ça. J'ai évoqué ça, je ne sais plus dans quel papier, je parlais c'est le point de Tocqueville. Tocqueville, il expliquait au XIXe siècle
qu'il y avait un truc étonnant dans les sociétés, c'est que plus vous vous approchez, plus votre situation s'améliore. C'est vrai pour beaucoup de problèmes, hein. Plus votre situation s'améliore, plus il y a de protestations contre ce qui n'est pas totalement réglé. C'est-à-dire, dans une situation, par exemple, où vous êtes proche de l'égalité, on va être beaucoup plus soucieux, on va beaucoup plus crier sur l'inégalité que dans une situation de très grande inégalité. C'est le point de Tocqueville. Et on a un peu cette idée-là, c'est-à-dire que quand on voit cette suite de protestations, je répète, sur l'inégalité, sur l'abandon, sur l'injustice des territoires, etc., on est un peu surpris, parce que quand même, on est dans un pays en France qui est probablement, et quand je dis probablement, qui est le pays où les mécanismes de solidarité, les mécanismes redistributifs, les mécanismes de cohésion sont les mécanismes. Et là, on ne parle pas d'amour, mais de preuve d'amour. On parle de l'argent, on parle du pognon qui circule. Hein. C'est exceptionnel à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Julien Damon, que vous connaissez probablement, je ne sais pas si vous l'avez fait. Sociologue. Bon, il est tout, lui. Hein. Ah oui, oui. Enfin, sociologue, chroniqueur, effectivement, on le voit beaucoup. Oui, Prof à Sciences Po. orchestre. Ouais. Je dis ça parce que si la vidéo circule. il avait dit, sur les Échos, il a fait un papier où il expliquait que la France, c'est 1% de la population mondiale, c'est 15% des dépenses de protection sociale. Alors, on peut discuter sur la valeur de ces chiffres, sur la comparabilité, etc. Donc, je ne me battrai pas sur les 15%, mais à l'évidence, on n'est pas à moins de 3, 4, 5% de la pression sociale mondiale. Donc, on est un pays exceptionnel. Alors, évidemment que, on peut dire, c'est pas suffisant. C'est légitime, hein, de dire que c'est pas suffisant. Mais quand même, on commence par dire, on est le pays où la justice fiscale est la plus forte. Mais ça ne nous suffit pas. Ça, moi, je veux bien entendre, c'est légitime. Mais dire, il n'y en a pas, hurler à la mort, c'est quand même légèrement problématique. Donc, et employer, des dépenses employées de manière utile, si j'ose dire, puisque ce que vous démontrez dans votre ouvrage, c'est que les territoires qu'on pourrait imaginer comme ceux ayant plus à se plaindre, hein, ceux que j'ai cités tout à l'heure, finalement en bénéficient tout à fait. J'y viens. On prend déjà la question sociale avant de parler de la question spatiale. La question sociale, on vous explique que les inégalités sociales n'ont pas cessé de s'accroître, se creusent, on a l'explosion des inégalités sociales. Vous ne pouvez plus ouvrir la radio, y compris la radio publique, France Inter, machin, ou des journaux comme aussi respectables que Le Monde. Je ne dirai jamais du mal du Monde qui m'ouvre ses colonnes régulièrement, donc mais il n'empêche que vous avez de façon systématique, sans que ça soit même l'objet d'une discussion, le thème de l'explosion des inégalités. Vous l'entendez partout. Alors, il y a des tas d'inégalités dans ce pays, il y en a sûrement certaines qui se creusent, mais celle auquel on pense en premier, c'est l'égalité de revenus quand même. Hein. L'égalité de revenus, si vous allez regarder du côté de l'INSEE, les derniers travaux de l'INSEE, sur les 30 années passées, nous avons une réduction des inégalités de revenus des ménages. Alors, le revenu par unité de consommation, vous savez, une nouvelle façon qu'on a de compter le revenu. Hein. Plus le revenu par habitant, ça pondère par la taille des ménages, le nombre d'enfants, peu importe. Les inégalités sociales mesurées par le revenu n'ont pas cessé de baisser depuis 30 ans. Alors, depuis une dizaine d'années, on a eu des chocs terribles. On a eu la crise de 2008, on a eu 2011, une espèce de retour de crise. Alors, excusez-moi, je ne vous parle pas de 2021, là, je vous parle ça va jusqu'en 2017-18. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, ce qui est gênant dans ce que je dis là, c'est que vous pourriez entendre que les inégalités ont continué à baisser avec la crise du Covid. Probablement pas. Là, là vous êtes sur des statistiques qui vont jusqu'à 2016-2017 au mieux. C'est ça, je suis sur 30 années jusqu'en 2017-2018. C'est le monde de juste avant, si vous voulez. Le monde d'aujourd'hui, on pourra en parler tout à l'heure. Hein. On est plus compliqué. Oui, on y reviendra, tout à fait. Il faut comprendre qu'il y a des catégories sociales en France, sociodémographiques, c'est-à-dire les jeunes pas très favorisés. Eux, je peux comprendre qu'ils descendent dans la rue. D'ailleurs, faut pas, soyez patients, ils iront. Question de temps. Parce que eux, là, vraiment, ça va être compliqué pour eux. Si on prend avant les Gilets jaunes, juste avant les Gilets jaunes, les inégalités sociales ont baissé, sont réduites. Depuis 10 ans, pas très fortement, pas énormément, mais quand même, on continue à se réduire. Elles n'ont pas explosé, en tous les cas. Et tout le monde vous le dit. Tout le monde vous le dit. Les chroniqueurs, tout le monde. Mais même des gens parfaitement honnêtes, avec une formation universitaire, etc., qui ne sont pas des spécialistes de la question,
et qui font quand même un minimum de confiance dans les médias un peu classiques, très honnêtement, aujourd'hui, c'est normal qu'ils pensent qu'il y a explosion des inégalités. On leur a répété tout le temps. Évidemment, ça va un peu influer sur leur vote aussi, hein, ce qui est, c'est quand même légèrement gênant quand même. Hein. Je vous rappelle qu'en 2002, juste avant que Jospin se fasse battre au premier tour, le Monde avait sorti un grand papier sur la montée en puissance des inégalités sociales en France dans les années antérieures, en utilisant des méthodologies statistiques qui étaient tout à fait discutables, on pouvait en utiliser d'autres qui montraient l'inverse. Donc, attention, l'idée de dire ça va mal, les inégalités augmentent, c'est pas qu'un point intellectuel en buvant du thé. Ça a des effets directs sur les comportements électoraux. Donc, c'est quand même, on est sur des sujets qui sont un peu lourds. Si je passe au territoire, je veux dire, c'est encore pire. Les inégalités de revenus par habitant. Là, je parle du revenu par habitant, hein, je ne suis pas sur les participation. Si on prend le revenu disponible brut des ménages, c'est le revenu de la comptabilité nationale, ça comprend tous les revenus primaires, secondaires, y compris les revenus de redistribution, c'est-à-dire les aides sociales, le RSA, etc. Donc, c'est l'intégralité du revenu dont bénéficient les ménages. Les inégalités de revenus par habitant, depuis qu'on a des chiffres, c'est-à-dire depuis 1965, donc 1965-2018, hein, c'est ça la période, hein, n'ont pas cessé de se réduire entre les régions, entre les départements, entre les zones d'emploi, les 350 zones d'emploi françaises, un peu plus compliqué entre les aires urbaines. Mais ça a quand même pas mal, ça s'est beaucoup réduit, mais disons, c'est un peu plus confus. Les 770 aires urbaines françaises, il y a quand même c'est moins absolu. Mais dans la plupart des 770 aires urbaines, on a effectivement un effet de rattrapage en termes de revenus par habitant. Donc, vous nous dites qu'il n'y a pas abandon, sur le côté territorial, il n'y a pas abandon. Mieux, il y a une réduction des inégalités interterritoriales. On va parler d'abandon tout à l'heure. Pour l'instant, je ne parle pas d'abandon, je parle de l'état des lieux. C'est-à-dire, des revenus. Ce qu'on vous explique, c'est que comme on nous a abandonnés, on est en lambeaux, on est foutus. Alors, avant de commencer à voir si on les abandonne ou pas, on regarde s'ils sont en lambeaux ou pas. Alors, je n'ai pas dit que ça allait très bien. Je dis que la Lorraine se porte bien. Il est certain qu'il y a des territoires, par exemple, où effectivement la situation n'est pas trop mauvaise, mais du point de vue des statistiques globales, mais la situation des individus peut parfaitement avoir été, pour un certain nombre d'entre eux, très difficile. Hein. On parle des territoires. Notre job. Hein. Tout à fait. Les inégalités de revenus par habitant donc, se réduisent entre toutes ces types de circonscriptions. Si je prends maintenant le monde rural, dont on nous a dit il a été abandonné, pareil, isolé, etc. Le revenu par habitant dans le monde rural augmente lui aussi plus rapidement que le revenu moyen des Français. Donc, si on prend tous les indicateurs de revenus, on ne voit pas le truc, on ne voit pas l'explosion des inégalités de revenus. Ce qu'on voit en revanche, et c'est ça qui a obnubilé, je pense, la plupart des acteurs, de droite comme de gauche, voilà, ça n'est pas une question d'exclusion, c'est une question de façon d'observer les phénomènes. Le territoire, vous le savez bien, le job que vous faites, il y a quelque chose de communique dans le territoire. Hein. Très souvent, les positions sur les questions territoriales ne sont pas des positions de droite ou de gauche, hein, c'est des positions territoriales, qui parfois sont caricaturales, voire démagogiques, hein, en passant. Il y a une espèce de syndicat des territoires, il y a une grande assemblée en France qui est très représentative de ce syndicat des territoires périphériques, qu'on n'a pas évoqué pour l'instant. Vers le jardin de Luxembourg, vous voulez dire, à Paris Oui, vous connaissez où ça, au jardin. Le monde rural, dont on nous a dit qu'il était désertifié, il était foutu, le revenu par habitant augmente plus rapidement, le taux de chômage est inférieur au taux de chômage en France, l'emploi a un peu souffert, c'est vrai, parce qu'on a perdu énormément. C'est vrai que voilà des territoires qui étaient des territoires industriels et agricoles. Ils étaient industriels aussi, hein, la France était un pays d'un rural agricole industriel. Donc c'était un monde rural industrieux, ça bossait. Les gens avaient les mains sales, ils rentraient le soir crevés, ils se levaient tôt le matin, pour prendre un peu
le vocabulaire qu'on a bien connu il y a quelques années. Et c'était vrai. Bon, tout ça s'est cassé la gueule. C'est vrai que le monde industriel, surtout, c'est cassé la gueule, et ensuite le monde agricole, non pas en termes de valeur ajoutée, mais en termes de main-d'œuvre, d'emploi, c'est effectivement. Donc il y a eu un bouleversement absolument total. Et ce qui s'est passé sur le monde rural, ça a été une transformation complète des fonctions économiques, sociales et démographiques du monde rural. Pour autant, le monde rural se développe sur un nouveau pied aujourd'hui. Alors, c'est mieux, c'est moins bien, c'était mieux avant, j'en sais rien. Aujourd'hui, effectivement, regain démographique, regain du point de vue de l'emploi, le regain en termes de présence. Vous savez que le ministère du Tourisme, une histoire un peu compliquée, je ne vais pas le développer. On a eu à un moment donné, ils ont arrêté de le faire maintenant, mais des statistiques de présence, c'est-à-dire on pouvait mesurer en nuitées le nombre de nuitées dans les départements français et donc de voir quel était le peuplement effectif, l'usage du territoire par les Français. Fabuleux, magnifique. Ça date de 2007-2008, donc c'est déjà un peu ancien maintenant. Et on a découvert un truc avec les chiffres, c'était le ministère du Tourisme, c'est Christophe Terrier, qui était Oui, c'est ça, vous le citez dans l'ouvrage, effectivement. qui est aujourd'hui à la retraite, mais il a eu 3-4 trucs dans sa carrière qui étaient des choses importantes qu'il a proposées. Christophe Terrier, Marguerite Sylvander et Abdel Kiati, pour être exact. Ils ont publié un 4 pages de l'INSEE là-dessus. Et on a découvert que, en termes d'usage, le monde rural, hors influence urbaine, c'est le rural profond, était plus habité aujourd'hui qu'il l'était avant l'exode rural. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui y sont en résidence principale, encore que ça augmente, depuis 15 ans, il y a de nouveau un monde rural qui se repeuple, mais surtout, il y a un nombre de gens présents qui dorment extrêmement important. Il y a énormément de gens qui ont des résidences secondaires. Pour le monde rural, il y a pratiquement la moitié des logements sur des résidences secondaires. Vous savez que la première destination de vacances pour les Français, c'est les résidences secondaires, mais c'est aussi famille et amis. C'est ce qu'on appelle l'hébergement non marchand. Et puis arrive très loin derrière, hôtel, camping, etc. Ça fait que le monde rural est un monde rural. Donc là, il y a un peuplement en fait effectif qui n'est pas un peuplement de résidence principale, mais qui est un peuplement effectif, un usage du territoire qui est très important et qui a retrouvé, si on prend le rapport entre un territoire et une population, qui a retrouvé quelque chose qui a à voir avec ce qu'on connaissait dans les années 50-60. Ce qui est quand même. Alors, les gens vous diront, mais ce n'est pas les mêmes. Il faudrait que je revérifie le chiffre, mais de mémoire, c'est dans mon bouquin. C'est moi qui l'ai écrit, le livre. Il y a beaucoup de chiffres aussi, donc on peut vous pardonner. Vision abusive. Je crois qu'il y a autant de cadres qui vivent dans le monde rural qu'il y a d'agriculteurs aujourd'hui. Ouais. On voit bien la transformation complète. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui rend très difficile. C'est une transition avec des conflits d'usage, avec des conflits culturels, en fait, et qu'on peut comprendre, et qu'il faut accompagner probablement, d'ailleurs, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Le coq chante, c'est insupportable pour les néo-ruraux. Les cloches de l'église, etc. Ouais. Il faut le tuer, il faut l'empoisonner, lui filer du maïs empoisonné. Donc, on a effectivement une transformation des territoires qui est très importante. Et cette transformation s'est opérée avec quand même sur des fondamentaux comme le peuplement et le revenu, plus qu'un coussin, plus qu'un filet de sécurité, quelque chose qui permet de conserver une dynamique. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est très largement une dynamique du revenu. Et donc, je viens d'en parler, j'y reviens pas. C'est vrai, et ça explique que dans les départements ou les zones d'emploi les plus pauvres de France ont eu, de façon générale, un revenu qui a augmenté plus rapidement que le reste de la France. Si les inégalités ont baissé, c'est que les pauvres s'enrichissent plus vite que les riches, c'est ça que ça veut dire. Y compris, d'ailleurs, si on revient au social, parce qu'il y a aussi Piketty et Guy Lui ont réussi un coup superbe. Piketty sur l'inégalité en introduisant la question d'inégalité de patrimoine, et les super riches, c'est-à-dire un truc qui est que la question politique deviendrait la question de 0,01% des Français qui gagnent des fortunes, alors qu'on a une période historique tout à fait exceptionnelle avec l'invention du numérique, une transformation qui fait qu'évidemment, il y a eu des opportunités d'enrichissement extrême de gens, comme dans d'autres révolutions qu'on a connues dans le passé dans l'histoire, et qu'il faut être patient. Il faut être patient, ça va se calmer. Prenez encore, il y a 6 mois, dire il faut taxer les paradis fiscaux, il faut taxer les GAFA, etc. C'est de la science-fiction. Il suffit que
que Biden se fasse élire pour que ça y est, maintenant tout le monde est d'accord. Ça va être, on va taxer les paradis fiscaux, machin, etc. Donc, et les GAFA vont payer eux aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent évoluer. Mais enfin, on s'est fait une fixation autour de la question de l'explosion des inégalités sociales à partir des travaux sur les gens les plus riches, le patrimoine de Poitou. On peut avoir une discussion technique là-dessus, on va pas avoir maintenant. Parce que, oui, qui serait peut-être un peu longue. c'est un peu long, parce que si tous les riches ont un patrimoine important le vendaient en même temps, ils ne vendraient plus rien, le patrimoine. Donc, en fait, c'est très conceptuel, la valeur du patrimoine. Le revenu que vous touchez tous les mois, vous, n'est pas conceptuel. C'est un vrai truc, comptable, au centime près. Hein. Il y a eu Guy Lui qui a dit les territoires périphériques. Il a eu un impact extraordinaire. Moi, j'avais trouvé qu'au départ, c'était intéressant ce qu'ils m'ont raconté, mais il était un peu loin quand même. C'est pas aussi le sujet, peut-être qu'il y aura des questions autour de Guy Lui. Les deux ont fabriqué une toile de fond quand même, politique, extrêmement présente, reprise par les médias de façon extrêmement forte, pour dire c'est la fin des haricots pour les territoires périphériques. Tout ça dans un contexte où on a Paul Krugman, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2008, qui a expliqué que dorénavant, et là je passe du revenu à la production, il a expliqué que la pierre philosophale du développement, du rapport de la production au territoire, ou même la pierre philosophale du développement de la production, c'était l'organisation territoriale. Ce qui est tout à fait nouveau, parce que pendant des décennies, les économistes se foutaient du territoire. Oui, tout à fait. C'était tombé comme des parachutes sur le territoire, machin. Il n'y avait pas véritablement de... Le territoire et son organisation n'étaient pas un facteur de production, ce n'était pas un facteur d'efficacité productive. La fonction de production, comme Douglas, avec la production et fonction de certaines quantités de travail, de capital, de progrès technique, etc., il n'y avait pas la dimension territoriale dedans. On a rajouté le progrès technique, les infrastructures, pas le territoire. Avec Krugman, on rajoute le territoire. Le territoire devient effectivement... Les conditions territoriales sont absolument cruciales pour l'efficacité du système productif. Et ces conditions territoriales, c'est la concentration. C'est la concentration des facteurs de production, et c'est ce qu'on va appeler ensuite la métropolisation. Il ne le dit pas Krugman, mais c'est la métropolisation. Mais Krugman lui-même, Paul Krugman, qui, avec ses travaux sur la question des activités, aura le prix Nobel en 2008, Krugman lui-même, il est démocrate, hein, c'est un type de gauche, on va dire plutôt, lui-même, il dit que c'est un phénomène qui est majeur comme support de la croissance dans les pays industriels, la nécessité de ce qu'on va appeler maintenant la métropolisation, c'est la concentration métropolitaine. Les effets d'agglomération, oui. Les effets d'agglomération, absolument, c'est les effets d'agglomération, on fait des mots de la bouche, les externalités, les effets externes d'agglomération, l'effet sur les coûts de transaction, etc. Je passe le vocabulaire. Et il dit lui-même, mais attention, ça veut dire qu'on va avoir une montée des inégalités entre les territoires. C'est-à-dire que, alors que dans la période, je dirais, de 1945 à 1980, l'industrie, dans tous les pays industriels, avait tendance à partir dans les territoires pauvres. En France, l'industrie quittait l'Île-de-France ou le Nord-Pas-de-Calais, elle s'installait dans l'Ouest. Châtellerault devenait une base industrielle importante pour monter des camions. On a eu tout l'Ouest français s'est industrialisé parce que, effectivement, la main-d'œuvre était à bon marché. Bon, après les années 80, on a continué à chercher la main-d'œuvre à marché, mais on est allé chercher dans les pays en développement. On est allé chercher dans les PICO, les Américains sont partis massivement au Mexique, etc. Mais dans un premier temps, il y a eu, pendant les 30 Glorieuses, c'était une croissance qui a été très amicale avec les territoires. C'est-à-dire, effectivement, ça a été un transfert d'activité industrielle vers notamment l'ouest de la France. Avec les années 80 et avec les analyses de Krugman, ce qu'explique Krugman, et c'est pas planifié, hein, les activités se mettent à se concentrer massivement dans quelques grandes villes. En France, alors le législateur, toujours d'une grande générosité, a désigné combien 21, 22, 23 métropoles. Il y en a de plusieurs types. Hein. Oui, c'est ça, oui. Il y a plusieurs, une vingtaine en tout cas. Oui, je crois que c'est 21. Ouais. Il y a plusieurs si on inclut Lyon, si on inclut Paris, etc. Ouais. Ça dépend la typologie. La vérité, il y a 4-5 métropoles qui correspondent à ce modèle krugmanien, en fait, en France, hein, pas plus. Ils sont celles qui marchent, effectivement, qui marchent du feu de Dieu. Et ça, effectivement, ça a été vécu, on le voit depuis les années 80, donc on est quand même à 40 années qui se sont passées. Krugman a été malin, parce que c'est quand même un type, il y a des gens qui découvrent des étoiles sans les avoir vues, hein, souvent par les calculs.
Et puis après, on fait un télescope qui dit ouais, merde, c'est pas vrai, elle existe. Ce qui est assez beau quand même, la puissance de l'analyse. Kluman, c'est un peu ça. Kluman, il a parlé de la concentration de la valeur ajoutée sur les territoires avant qu'elle qu'elle existe vraiment. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand il avait sorti ce truc-là, moi j'avais sorti un jour un article, j'avais dit c'est quand même un peu décevant. C'est quand même un peu décevant. Parce qu'en fait, la puissance de l'analyse de Kluman et la nouvelle économie géographique, on n'en retrouve pas vraiment la trace sur les territoires. Donc il y a une espèce de retard du réel sur la pensée. C'est quand même étonnant. Quand même, hein. Et la vérité, le réel a rattrapé et on vérifie complètement ce qui est Kluman. Les chiffres que je mets dans le bouquin, par exemple, sur des secteurs un peu nouveaux. Alors, Pierre Vez vous appelle l'hyper-industrie. Hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Si on prend les activités numériques, je prends les emplois salariés privés. On n'a pas le temps de parler de méthodologie ici, je pense que c'est un truc qui vous intéresse. Oui. La mesure de l'emploi en France est devenue, avec des auto-entrepreneurs, on n'en sort plus. Moi, je ne prends plus l'emploi de l'INSEE, je prends les emplois salariés privés de l'URSSAF à COS. C'est du vrai emploi, on voit à peu près ce qu'il y a derrière. Entre 2008, septembre 2008, décembre 2008, pardon, décembre 2007 et décembre 2019, à peu près tous les secteurs ont connu un choc avec la crise de 2008. Le seul secteur qui n'a jamais connu aucune année un choc, c'est le secteur numérique. À lui seul, il a créé plus de 100 000 emplois en création nette. Ce secteur-là, donc c'est logiciel, informatique, conseil en informatique, etc., c'est un secteur qui, à un moment où la France, la création nette d'emplois est extrêmement faible, hein, vous savez qu'entre 2008 et 2016, on est au même niveau d'emploi. Il faut attendre 2017 pour qu'enfin on renoue avec la croissance de l'emploi qu'on connaissait en 2007. Donc, on a perdu 7-8 années avec la crise. Ouais. Sauf dans le domaine numérique. Dans le numérique, ça continue à progresser tous les ans, ça augmente. Il faut attendre simplement l'année dernière, 2020, pour que la crise du Covid fasse que l'année dernière, le secteur numérique a été à 0% d'augmentation. C'est la première fois depuis 2007 où sont passées ces créations nettes d'emplois. Les 2 tiers d'entre elles, entre les 2 tiers et les 3 quarts, c'est le fait de 15 communes françaises. Donc la concentration klugmanienne, c'est plus la concentration klugmanienne. La concentration métropolitaine, c'est pas la concentration métropolitaine, c'est de l'hyper-concentration dans les cœurs de métropole. C'est la concentration dans la concentration. Moi, j'ai dit ça, j'ai travaillé beaucoup à Lyon avec Gérard Collomb. Donc, prenez Lyon. À Lyon, vous avez une intercommunalité, une métropole intercommunale, donc la fameuse métropole gouvernement local qui fonctionne, qui est une belle fabrication. Hein. Moi, je disais ça en rigolant, je disais, mais Collomb, il est maire de Lyon. La métropole, c'est un objectif d'efficacité de l'action publique locale, et derrière, on sait bien que ce qui a mobilisé ça, ça a été une intention économique et macroéconomique, c'est-à-dire mettre les territoires en ordre de bataille pour affronter les difficultés économiques, la compétition mondiale, etc. C'est un dispositif, et c'est directement tiré d'un prix Nobel d'économie, donc c'est un dispositif de nature plutôt économique et productive. Je le sais d'autant plus, je vais faire un numéro de vantardise devant le public, il semblerait, ça m'a été confirmé récemment par Guénaud lui-même, que quand Sarkozy a fait son discours sur la métropole du Grand Paris, les 2 discours qu'il a fait en 2007, 2007 c'était en 2007, c'est ça. Les 2 premiers discours pour lancer le Grand Paris. Il paraît que c'est les Échos qui ont dit ça. Les journalistes des Échos ont fait un article sur le Grand Paris. Ils ont dit que c'est suite au rapport que j'avais fait pour la Caisse des dépôts sur les problèmes majeurs de l'agglomération parisienne, en disant il y a un vrai problème. La décentralisation n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas un seul projet à Paris, en Ile-de-France. Et donc, j'avais fait une analyse, un diagnostic économique, social, démographique, etc., tirant la sonnette d'alarme. Il paraît que c'est Guénaud et Christian Blanc qui ont vu le rapport, ils ont été voir Sarkozy, ils ont dit attends, il faut faire un truc. Et Sarkozy a dit on lance le Grand Paris. Donc, je vois bien, et on était quand même un peu à l'intérieur de ces trucs-là, que la question de départ, même si les élus locaux, après, vont la détourner, parler de social, de service public, etc., ce qui est normal, c'est leur job, hein, aussi c'est leur compétence. Mais au départ, l'intention métropolitaine, c'est une intention économique. Et donc, à Lyon, moi, je disais, c'est quand même drôle, parce que Collomb, il fait une agglomération avec des dizaines de communes, alors qu'en fait, si l'enjeu économique,
si l'enjeu est économique, c'est à Lyon que ça se passe. L'essentiel des créations nettes d'emplois dans les secteurs, des nouveaux supports de croissance, c'est à Lyon. En France, c'est 15 communes sur 35 500. Et c'est de façon écrasante, c'est Paris. Et sur les 15, c'est dans le bouquin, hein, c'est le seul tableau du bouquin où je donne ces chiffres-là. C'est la commune de Paris, plus 5 ou 6 communes qui touchent au périph'. Et là, vous avez, rien que là, vous avez 40 ou 45% de la création nette d'emplois dans les secteurs numériques. Donc, c'est cette hyper concentration. Alors ça peut faire sauter les plombs à beaucoup de gens, à beaucoup d'élus, et qui disent, attendez, pourquoi tout pour le centre, tout pour les métropoles? Et puis, depuis les années 80, ce qu'avait prédit Krugman s'est produit, à savoir une concentration de la production. Là, je parlais du numérique, mais de façon plus générale, la production s'est concentrée dans un certain nombre de régions, qui sont des régions traditionnellement denses, riches, c'est-à-dire, et en fait, des régions métropolitaines. C'est-à-dire, en gros, la production aujourd'hui se développe surtout dans les territoires autour de Lyon, autour de Paris, autour de Toulouse, autour de... Et ça, c'est quelque chose qui a été vécu comme insupportable par beaucoup d'élus, ce qu'on peut comprendre. Hein. Tout d'un coup, le territoire se rétracte. Le tapis on leur retire le tapis sous les pieds. Enfin, le sol vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le sol, ça leur échappe, en fait. Hein. Et ça, vous allez le retrouver, y compris à la Commission européenne, qui va pousser des grands hurlements sur la direction des politiques régionales, sur l'explosion des inégalités interrégionales à l'intérieur des pays européens, parce qu'à la Commission, ils ne traitent que des PIB et pas des revenus. Donc, si vous prenez que les PIB, vous avez panique à bord. Oui, en fait, ce que vous nous démontrez, c'est qu'il y a deux géographies qui cohabitent. Il y a la géographie de la production qui se concentre, voire s'hyper-concentre, parce que si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que vous nous dites qu'il y a des métiers, des secteurs, aujourd'hui le numérique notamment, les secteurs un peu d'avenir, qui sont un petit peu par essence métropolitains, enfin, en tout cas qui s'hyper-concentrent d'autant. Donc du coup, là-dessus, pour vous, il y a bien une géographie disparate entre hyper-concentration métropolitaine et les autres territoires. Mais je reboucle à ce que vous nous disiez juste avant, la géographie des revenus, elle, la deuxième géographie que vous étudiez, la géographie des revenus, grâce à l'État, montre que finalement, il y a une redistribution de cette richesse. Alors, d'ailleurs, c'est assez provocateur ce que vous nous dites, parce que vous nous dites, en gros, vous nous faites un peu l'apologie du ruissellement, quand même, un petit peu, entre les métropoles et le territoire autour. Attendez, ce truc comme de la même façon que tout le monde dit l'explosion des inégalités, machin, etc., qui est quand même parfaitement discutable. Mais moi, je suis le seul à lui dire, ça, j'arrive pas à comprendre. Même endroit où les gens disent, ah, c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas moi qui le dis. J'ai même des parlementaires qui disent les opinions de M. Davzy. Je dis, excusez-moi, j'ai pas une seconde d'opinion. Je vous cite les chiffres de l'INSEE. Vous faites aller sur Google, INSEE, et vous allez chercher les chiffres, vous allez voir. C'est une observation, c'est pas une opinion. Et donc, vous avez une espèce de truc qui est que il y a un déni de réalité dans un contexte où vous avez un certain nombre de porteurs de messages qui vont effectivement dire explosion d'inégalité, oui, machin, Piketty, la Commission européenne qui travaille sur les PIB, etc. Et donc, comme on ne présente qu'une partie de la réalité, effectivement, les gens, et des gens de toute bonne foi, en fait, vont considérer que le territoire est en train de partir en morceaux. Ce qui aggrave en plus la situation pour des gens de bonne foi et des gens intelligents qui réfléchissent, hein, pas des complotistes fous, hein, c'est qu'en plus, si vous regardez autour de vous, vous vous promenez, vous vivez à Paris, à Lyon, à Marseille, etc., vous voyez bien que les inégalités sociales entre les territoires, socio-spatiales, ne cessent de se creuser. Les écarts entre Montfermeil et Neuilly se sont creusés depuis 15 ou 20 ans, entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, entre l'ouest, de jolies collines de l'ouest lyonnais et la plaine Villeurbanne, etc., Rieux-la-Pape et tout le machin. Donc, si vous êtes de toute bonne foi, vous observerez que les inégalités augmentent. Et donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas généralisé. Sauf que, et ça on l'a bien montré, notamment avec Philippe Estève, on a fait plein de travaux sur l'illusion il y a une illusion statistique autour du creusement des inégalités à l'échelle fine. En fait, c'est pas que les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. On le sait, c'est pas le cas. C'est que les territoires se spécialisent. Les riches quittent les territoires de pauvres, les pauvres quittent les territoires de riches. Ils sont un peu forcés, il y a un coup de pied derrière parce que les prix sont tels qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de. Et donc, vous avez une spécialisation sociale des territoires qui fait que même une situation, on l'a simulé ça, vous avez une situation dans une ville où
les riches se sont moins rapidement enrichis que les pauvres. Les pauvres ont un revenu qui remonte plus rapidement que les riches. Mais l'organisation, la distribution des populations de riches et de pauvres se modifie avec une plus grande spécialisation de quartiers de riches qui ont encore plus de riches et de quartiers de pauvres qui ont encore plus de pauvres. Le revenu moyen entre les communes de riches et les communes de pauvres va être de plus en plus inégal. Donc les inégalités intercommunales vont augmenter. Alors tout le monde va hurler à la mort. Ils vont dire les pauvres s'appauvrissent, machin, injustice fiscale, machin, etc. Non, effet de spécialisation sociale très largement piloté d'ailleurs par les quartiers de riches. Hein. Les riches ne veulent pas avoir trop de pauvres. Et donc, on a tendance, effectivement, quand je dis je peux le développer, hein, j'ai des arguments. J'ai retiré un bouquin sur le RERB récemment qui montre que dans les communes riches, depuis 50 ans, le RER, qui aurait dû être un truc qui permet de créer et de l'emploi et du logement, dans les communes riches du sud de Paris, il ne s'est rien passé. La progression démographique et de l'emploi du RERB est inférieure à la progression démographique et de l'emploi en Île-de-France, alors qu'on a vu des dizaines de milliards de francs. En revanche, dans les quartiers pauvres, effectivement, on a fait du logement social. Mais dans les communes de riches, les riches, ils ont dit, attendez, c'est pas parce que j'ai une gare de RER que je vais commencer à fabriquer du logement social pour que des gens puissent effectivement profiter de l'infrastructure pour pouvoir aller travailler ailleurs dans l'Île-de-France. Ils ont bloqué. Et sur le Grand 8, excusez-moi, on passe ça parce qu'on est dans le sujet. Hein. Le fait que par exemple, la Société du Grand Paris avait demandé à ce que dans un rayon de 500 mètres autour de Nouvelle-Gare, ça soit la Société du Grand Paris qui décide effectivement des projets d'urbain, de logement, etc. Ça a été retoqué par le Conseil d'État et on a rendu aux élus les pleins pouvoirs sur l'urbanisation autour des nouvelles gares. Mais moi, j'ai sorti ce bouquin en signalant, excusez-moi, si vous regardez ce qui s'est passé avec le RER version d'avant, aussi bien le A que le B, vous avez eu, de la part des élus des communes riches, une posture totalement malthusienne. On leur apporte sur un plateau un machin payé par le contribuable et ils ne font absolument pas effet de levier avec ça pour développer du logement social, du logement pour les travailleurs, pour les actifs, en fait. Hein. Donc, il y a quand même un truc il y a des mécanismes, celui-là, on peut en donner beaucoup d'autres, qui sont des mécanismes à l'américaine, d'une organisation de la ségrégation sociale dans les territoires. Et du coup, ça vient abonder un sentiment de montée des inégalités généralisées. Ce n'est pas vrai, c'est un truc spécifique. Il faut analyser en tant que tel. Ce n'est pas un échantillon de ce qui se passe socialement et territorialement en France. J'aimerais qu'on revienne juste une seconde, parce que je vois que le temps tourne, et je voudrais qu'on puisse prendre une ou deux questions, mais juste en quelques mots, parce que vous nous dites quand même quelque chose d'important dans votre ouvrage, que les métropoles aujourd'hui tirent le reste du territoire. Par le biais des mouvements des populations de la métropole elle-même et des territoires périphériques vers la métropole. Dites juste en quelques mots, parce que vous nous dites, je crois que c'est page 64 de votre ouvrage, vous nous dites, entre les métropoles et les territoires voisins, il semble que ce ne sont pas ceux qui se plaignent le plus qui perdent le plus. En deux mots, en deux arguments simples, qu'est-ce qui fait que la métropole aujourd'hui irrigue le territoire autour, parce qu'on entend quand même beaucoup de contestations de ce sujet-là, et comment finalement, parce que vous le dites aussi, c'est le deuxième point, que la concentration des emplois, la surconcentration des emplois dans la métropole, au centre de la métropole, est finalement une chance, plus que son éparpillement dans la métropole. En deux Sur mots. ces deux points, en quelques mots. Et après, on passera à l'industrie. Bon, moi, ce que je raconte est fondé sur des analyses très très fouillées de la métropole de Lyon et de celle de Toulouse. Et on a regardé à la demande de leurs patrons, hein, Colomb et Boudac, deux études différentes. L'idée était comment circule le pognon. En gros, hein, parlons des choses. Pareil, c'est les preuves d'amour hein, qui comptent, c'est ce qui se passe. Et là, on a regardé, effectivement, on est tombé restons sur Toulouse. Sur Lyon, c'est la même chose. Hein. En fait, en gros, prenez la Haute-Garonne, de façon générale, le revenu moyen des habitants de Haute-Garonne hors de l'aire urbaine de Toulouse est plus élevé que celui de l'aire urbaine de Toulouse. Pourquoi ? Parce que, aussi bien à Toulouse et comme à Lyon aussi, la pauvreté du département ou de la région même, hein, la pauvreté, elle est super concentrée dans l'aire urbaine de Lyon, elle est dans la métropole de Lyon. Rieux-la-Pape, Vénissieux, etc. Et pareil, à Toulouse, c'est même carrément dans la commune de Toulouse, hein, les quartiers de Toulouse dont on entend parler régulièrement, et c'est à l'intérieur de l'aire urbaine. Donc déjà, la métropole, on dit, elle s'accapare tout, oui, mais elle s'accapare aussi les pauvres. C'est très lourd, les pauvres. Hein. Sur le plan de dépenses induites, de tout ça pose comme problème urbain, etc. C'est très important. Comment ça fonctionne ? C'est parce qu'en fait, la métropole est une espèce on l'a mesuré,
La métropole, elle offre du travail massivement à des gens qui n'y vivent pas dans la métropole. Et donc, il y a un paquet énorme de gens qui habitent ailleurs, en Ariège, en Haute-Garonne, dans le Gers, etc., qui viennent travailler tous les matins à Toulouse. À Toulouse, ouais. Même pour les Lyonnais, hein, même chose. Ça. Donc, un énorme transfert qu'on a mesuré, un transfert de revenus en termes de milliards d'euros qui sont considérables. Pendant ces métropoles, elles ont une vocation régionale très forte, on le voit en faisant les analyses démographiques. Elles permettent à des gens dans un large rayon régional de venir faire une carrière. Vous êtes un jeune, vous habitez dans le Bugey, vous habitez dans les Piémonts pyrénéens, etc. Vous faites des études, vous allez à l'université à Toulouse ou à Lyon, vous trouvez un job, vous travaillez à Lyon, à Toulouse, arrivez à l'âge de la retraite, vous repartez dans votre territoire, dans votre machin, ou vous décidez d'aller vous installer dans la périphérie et vous achetez une petite maison en Ariège ou machin. La métropole, ça coûte vachement cher aussi, hein, les prix immobiliers. Donc à la retraite, les gens ils sont dans le parce que c'est là qu'on bosse. Les jours où vous ne bossez plus, vous vous barrez et vous allez. L'Île-de-France, par exemple, 31% du PIB français en Île-de-France, et on est à 16-17% des retraités français, alors qu'on a 19% de la population et 22% des actifs. Donc, idem pour Lyon et pour Toulouse. C'est-à-dire vous avez ce que pèsent Lyon et Toulouse en métropole en termes d'actifs est beaucoup plus important qu'en termes de retraités. Ça veut dire qu'il y a des actifs qui bossent comme des chiens à créer de la richesse à Lyon et à Toulouse, et ensuite ils sont payés quand ils habitent là, et puis ensuite ils ont un deuxième salaire qui s'appelle la retraite, qui dure très longtemps, parce que la retraite est jeune, et on vit vieux. Donc on a maintenant 20, 25 ans, on a des espérances de retraite, plus les pensions d'inversion. C'est Godet qui parle de l'espérance de veuvage. Hein. En France, les femmes ont toujours 2 ans de moins que les hommes. Ça, c'est un truc qui, depuis 2 siècles, comme ça. Et comme elles vivent en moyenne 4 ou 5 ans de plus, ça veut dire qu'il y a une espérance de veuvage de 6 ans en France. C'est une notion, il faut en parler le soir en famille. Hein. Donc tout ça fait qu'il y a un pognon absolument colossal qui circule, qui vient de la production qui a eu lieu à Toulouse ou à Lyon et qui va irriguer le revenu et la consommation et les secteurs du commerce et les médecins, etc., de tous les territoires qui sont environnants. Avec cette caractéristique et que aussi bien Lyon que plus encore Toulouse, mais beaucoup, beaucoup plus encore Rennes et Nantes, ont une capacité de rétention régionale de leurs ressources. C'est-à-dire que quand vous êtes c'est encore plus fort à Nantes, par exemple, quand vous êtes à la retraite, que vous êtes à Nantes, vous allez vous installer pratiquement à 50 km de Nantes. Donc, l'argent de la retraite va continuer à bénéficier à la région, et même à Nantes, parce que de toute façon, les gens vont continuer à faire des courses à Nantes de temps en temps. Et en tous les cas, il y a un ruissellement, quand même. Il y a un ruissellement qui va de la métropole vers les territoires autour, après à 50, 100, 150 km. Oui, donc la métropole concentre la richesse, mais diffuse le revenu par le biais de ces mouvements de population. Et ça, c'est très puissant. Et il y a évidemment tous les aspects financiers publics locaux, où les métropoles payent beaucoup plus d'impôts, payent plus de taxes, sont des pompes à pognon du point de vue des finances publiques, et que ça se retrouve dans des territoires qui, eux, ont beaucoup plus de dépenses publiques qui n'ont de contribution au budget. Comment dire, le Haut Conseil au financement de la protection sociale, Madame Elbaum, a sorti en 2015, c'est pas si vieux, un rapport que vous pouvez trouver, il est téléchargeable sur le site du Haut Conseil au financement de la protection sociale, sur la contribution de la protection sociale, 31% du PIB quand même, hein. La protection sociale, contribution à la réduction des inégalités de revenus entre les départements. Mais ce qui est vrai pour les départements est vrai pour les territoires entre les métropoles. Et on voit que c'est absolument considérable. C'est-à-dire, effectivement, le décalage entre les lieux qui cotisent et les lieux qui bénéficient des prestations. Je vous remercie. Votre résumé sur les 2 géographies est parfait. Hein. Vous l'avez dit à 5 minutes. J'ai bien compris votre ouvrage, alors. Que vous dites, vous allez un peu plus loin que moi, parce que, ou peut-être que je me suis mal exprimé, vous dites c'est grâce à l'État. Il n'y a pas que l'État. Il y a aussi des décisions personnelles. Vous habitez à Toulouse, vous faites votre carrière professionnelle à Toulouse, arrivez à la retraite, vous dites je vais m'installer à Foix, en Ariège. C'est un transfert de pognon entre Toulouse et Foix. Mais on n'a rien pris à Toulouse, on n'a rien donné à Foix. Enfin, c'est vous. C'est vous qui avez bougé. Donc, il n'y a pas de dimension de solidarité. Il n'y a pas de solidarité interpersonnelle localisée, même si ça donne un effet de solidarité territoriale. Vous voyez la différence. Donc, il faut faire un peu attention, il y a des décisions. Le tourisme, on est à 150 milliards de dépenses touristiques sur le terrain français. On voit, alors la crise de 2020
de territoires qui ont été massacrés en termes d'emploi. Je suis en train de traiter les chiffres en ce moment même. C'est clairement les territoires. Ce qui a souffert, c'est restauration, hébergement, commerce. Les territoires touristiques ont beaucoup souffert. Il n'empêche que le tourisme, ça redistribue énormément d'argent. Vous travaillez à Paris et vous allez. Le tourisme, c'est un résident non recensé provisoire. Il ne travaille pas, il ne fait que dépenser du pognon. Il dépense du pognon. De façon. Bon, ça, c'est des apports. On a fait des analyses. On a montré effectivement que la différence entre ce que les Parisiens, les Franciliens vont dépenser en province, si je peux me permettre d'utiliser le mot province devant une assemblée de gens des régions, dans les Paris, on a plus le droit de le dire, comparé à ce que les provinciaux dépensent en tourisme à Paris, ça donne un transfert au profit de la province qui est du même ordre de grandeur que les transferts budgétaires. Donc, on n'est pas dans la dentelle, on est dans du très très lourd. Donc, tous ces mécanismes-là, effectivement, c'est quelque chose qui va avoir du ruissellement. Quand vous dites ruissellement, tout le monde vous regarde d'un air attristé, du genre pauvre Benet, pauvre Benet. Tu crois encore à ces conneries de ruissellement. Mais c'est hallucinant de voir les gens être à ce point sûrs en disant autant de conneries. Enfin, c'est quand même un truc, il y a un puissant extrêmement puissant, c'est ce qu'il y a dans le bouquin. Alors ensuite, l'hyperconcentration. Ça, je l'ai dit de façon un peu provocative parce que il y avait des réunions à Lyon et les gens, même au sein de la métropole de Lyon, il y avait des gens, des élus qui disaient, mais finalement, c'est tout pour Lyon, la commune de Lyon, et on dirait même que c'est les arrondissements centraux, hein, ces arrondissements autour de Pardieu et de Perrache. Ouais. Pourquoi ils ont tout et pas nous? Donc, vous avez cette notion chez les élus, vous devez connaître ça en permanence, vous, au CNER, qui est en fait, il y a une notion de justice territoriale par rapport aux activités. C'est-à-dire qu'il y aurait une justice qui ferait qu'on étale les activités. Alors même que le prix Nobel d'économie Krugman explique exactement l'inverse. La clé le mot de passe pour la croissance et l'efficacité productive, c'est la concentration. Donc, c'est par définition l'inégalité, c'est le meilleur moyen, l'inégalité de répartition d'activités et des facteurs de production, c'est la méthode pour la croissance. Donc, vous voyez déjà la petite contradiction. Donc, à Lyon, les gens hurlent, ils disent mais pourquoi il n'y en a pas, y compris pour les communes périphériques au sein de la métropole. Et moi, j'ai fait une analyse sur les marchés de l'emploi, qui est dans le bouquin d'ailleurs. Et j'ai dit, mais attendez, plus vous avez concentré ces créations d'emplois au centre, proche du nœud des moyens de transport, plus le marché de l'emploi qui peut bénéficier de ces créations d'emplois est large. C'est-à-dire que si cet emploi se développe dans le quartier de la Pardieu, je ne sais plus le 3e arrondissement, je crois, des gens qui habitent à Saint-Étienne, à Firminy, à Saint-Chamond, qui habitent à Belleville, à Villefranche, habitent à Ambérieux, qui habitent à Vienne, etc., peuvent venir travailler. Et j'ai regardé, toutes ces villes sont des villes qui sont en déprise. C'est l'agglomération qui ont des problèmes d'emploi. Et j'ai regardé les pertes d'emploi qu'ils avaient depuis une dizaine d'années. Et en fait, vous avez une énorme, pas totale, mais une énorme compensation. Les emplois qu'ils ont perdus chez eux, et ben, leurs actifs peuvent quand même les retrouver dans la métropole lyonnaise. Et quand ils rentrent, ils peuvent consommer et apporter un revenu du coup sur place. Ouais. Comme disait Ségolène, c'est du gagnant-gagnant. Hein, mais la vérité, si ces activités avaient été parsemées dans Lyon, on avait mis un peu dans les collines de l'Ouest, machin, etc., c'était fini. Vous ne pouvez pas partir le matin de Saint-Étienne, aller à Pardieu ou aller à Perrache, et ensuite prendre un bus pourri qui vous amène, vous êtes foutu. Vous êtes c'est ça, la concentration au centre relié par les moyens de transport permet du coup de faire bénéficier les territoires alentours de l'emploi et donc du revenu en retour. Parce que vous avez une loi des reins qui est que passer 45 minutes de déplacement, il n'y a plus de marché d'emploi. Donc, c'est ça. Plus vous mobilisez de gens dans le marché de l'emploi, meilleure est la productivité. Ça, tous les travaux l'ont montré en France, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, partout ça a été montré, c'est que ce qu'on appelle la taille effective des marchés de l'emploi, vous pouvez dire Paris, par exemple, c'est un marché de l'emploi de 5 millions d'emplois et d'actifs. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est la taille effective du marché de l'emploi. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'était des idées qu'avait beaucoup développé Rémi Prudhomme. Moi, j'étais un peu un badaud dans cette affaire-là. Je travaillais sur d'autres dimensions. On a beaucoup travaillé pour les Anglais. On a été engagé par la mairie de Londres à faire une grande étude sur le marché de l'emploi londonien. Pas mal les Français, petits Français. Et on avait comparé avec la région parisienne. Ce qui était clair, c'est que dans les deux cas, vous voyez un rayon de 50 km autour de la City, autour de Notre-Dame, on a à peu près le même nombre d'emplois et d'actifs, autour de 5 millions.
Simplement, ce qui compte pour l'efficacité économique et pour la productivité de façon générale du territoire, c'est combien il y a d'offres et de demandes qui peuvent se croiser sur le marché de l'emploi. Et il se trouve que c'est déterminé par le transport, c'est déterminé par la densité. Si c'est très étalé, il n'y a pas d'accès. Vous êtes à Kinshasa. Voilà, on vous entend. J'étais en train de résumer finalement votre. Alors, je vais répondre très brièvement parce que là j'ai encore changé de support. Très brièvement. L'industrie redémarrée. Aujourd'hui, c'est un miracle, ça y est, ça arrête de plonger, maintenant ça recrée. C'est pas vrai. On a toujours créé beaucoup d'emplois industriels dans les 15 ou 20 années passées. Simplement, on en détruisait plus qu'on en créait. Et la problématique territoriale, moi, j'ai fait beaucoup de travaux avec les gens du Nord-Pas-de-Calais. Eux, ils disaient tout le temps, notre problème, c'est la destruction d'emplois industriels. Je leur disais, c'est pas vrai. Arrêtez votre vantardise, ne dites pas que vous êtes ceux qui perdent le plus d'emplois industriels. Ils disaient, mais comment vous pouvez dire une chose pareille et tout? Je leur disais, prenez les chiffres. Quels sont les départements qui ont le plus perdu d'emplois industriels depuis 25 ans? C'est Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis. Et le Rhône n'arrive pas loin derrière. La différence entre ces territoires et vous, c'est pas qu'ils ont perdu moins d'emplois industriels que vous. Ils en ont perdu plus, en pourcentage comme en nombre. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont créé des emplois nouveaux. Vous n'avez pas créé. Votre problème, c'est la création, ce n'est pas la destruction. Et une politique publique entièrement tournée vers la question de lutter contre la destruction est sûre d'aller dans le mur. Bon, petit 1. Petit 2, création d'emplois industriels, on en a eu sans arrêt. Pierre Vels utilise d'ailleurs les chiffres assez régulièrement, en me citant, bien sûr. Moi, j'ai regardé de 2007 à aujourd'hui, année par année, et j'ai montré qu'il y avait énormément de destruction et il y avait un peu moins de création, mais il y a énormément de création quand même. Simplement, il y a plus de création. Simplement, ce n'étaient pas les mêmes territoires. Dans certains territoires, on détruit, dans d'autres, on crée. Et simplement, en 2016, c'est un truc absolument linéaire, continu. Les créations l'ont emporté sur les destructions à partir de 2016. Et ce n'est pas 3 territoires, c'est des dizaines de départements où effectivement. Alors ça, c'est plutôt l'hyperindustrie, c'est ce que nous raconte Pierre Vels, c'est un nouveau mariage entre l'industrie et le numérique. Ce sont quand je regarde c'est dans mon bouquin où ça se passe quand même dans des régions périmétropolitaines, quand même. Évidemment que ça ne se passe pas place de la Concorde, place Bellecour. Ça se passe plutôt dans des territoires du type la Picardoise, etc. Et là-dessus, ce que je cite, mais je ne sais pas si c'est dans le bouquin, c'est la conférence du président de la Banque mondiale, qui a dit, il y a 2 ans, dans une conférence dans une université à Washington, il a dit, attention, avec le numérique, avec l'informatique, avec les imprimantes 3D, avec la robotisation, nous n'aurons plus besoin des pays industriels d'aller faire fabriquer dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, parce qu'on n'a plus besoin de main-d'œuvre. On peut faire de la production manufacturière sans main-d'œuvre, sans manu. Et on le fait avec. Et ça a commencé. Et ce n'est pas pour les Ce qui serait bénéfique pour nos territoires, du coup, de pouvoir et il dit reprendre la main finalement. Il annonce, et lui, il dit c'est une très bonne nouvelle et une très mauvaise. Parce qu'il dit il y aura relocalisation des activités dans des territoires proches du consommateur. Parce que tout le temps, si vous prenez les objets qu'il y a sur la table devant vous, ces objets sont beaucoup plus grands voyageurs que vous. N'importe quel objet que vous avez a fait 3 fois le tour du monde. Le casque que vous avez sur la tête, il a fait 4 fois le tour du monde. Vous êtes petits bras, avec votre TGV et vos petits avions. Donc c'est un truc absolument normal quand même. On voit bien les préoccupations environnementales et tout, qu'il faut être un peu plus modéré. Enfin, tout converge. Donc rapprochement du consommateur. On n'a plus besoin d'aller chercher la main-d'œuvre à bon marché dans les pays de l'Est ou au Mexique ou en Chine. On a besoin de foncier pas cher. On a besoin de proximité avec le consommateur. On a besoin d'infrastructures. La France est super équipée. Prenez la Picardie. C'est génial, la Picardie. Il y a tout. Les routes, les trains, les machins, tout y est. C'est vrai, on dit au cœur de l'Europe. Pour une fois, c'est pas faux. Le pipeau au cœur de l'Europe. C'est vrai, ils sont au cœur de l'Europe. Bon. Donc, on a des territoires comme ça, dans lesquels il y a des opportunités pour un redéveloppement industriel extrêmement important. Mais pas un monde. Ça ne va pas refaire la géographie industrielle française en répartie entre Paris et Limoges. Ça reste quand même très... Ouais. Ça, c'est un point positif, du coup, quelque chose qui peut nous donner d'avoir l'espoir. Mais alors, du coup, par rapport à la crise qu'on vient de vivre, pareil, en un mot, très rapidement, je suis navré pour la fin de notre rendez-vous, mais la crise rebat les cartes au niveau de l'équilibre territorial, ou ça, vous ne le sentez pas? Il y a un délire journalistique
qui dit ça y est, terminé, les villes, on ne veut plus, les résidences secondaires, tout le monde se précipite, il n'y a plus une seule maison en vente en Bretagne, en Normandie, etc. C'est le télétravail généralisé, etc. Moi, j'ai dit ça à plusieurs reprises dans des interviews. D'abord, vous avez aimé les gilets jaunes, vous adorerez les télétravailleurs. Quand dans 3 ans, ils auront compris que les logements pas chers qu'ils ont trouvés, si c'est pas cher, c'est parce qu'il n'y a pas de service, c'est tout. C'est la densité qui fait le prix. Et de la même façon, les gens de la Creuse poussent des hurlements en disant on est abandonné par l'État, mais ils ont plus de dépenses par élève, ils ont plus de dépenses sanitaires par habitant, ils sont mieux traités par habitant. Ils sont beaucoup moins bien traités en dépenses par hectare ou par kilomètre carré. Oui, c'est la densité qui pose le problème, en fait. C'est la densité qui pose le problème. La densité, ce n'est pas le gouvernement qui a. Le gouvernement met plus d'argent. Si on voulait avoir la même densité par kilomètre carré dans la Creuse, il faudrait des dépenses publiques qui fassent 3 fois le PIB. Bon. Alors, je sais que la France, impossible n'est pas français, hein. On est déjà à 54%. Mais bon, on va quand même peut-être se calmer un peu là-dessus. Donc, c'est quand même cette espèce de procès permanent dont les gens, les télétravailleurs, ils iraient s'installer comme ça. Il faut qu'ils aient 2 bagnoles. Alors, il se trouve que la ville d'à côté va leur dire, moi j'en discutais avec quelqu'un hier sur Mortagne, je cite un nom, qui me disait, à Mortagne, ils détestent les Parisiens, les travailleurs, etc. Et ils commencent maintenant à bloquer la circulation pour entrer en ville. Donc, ça veut dire, vous avez de vieux diesel, parce que vous n'êtes pas très riche, vous avez 2 vieux diesel avec votre conjoint, votre conjointe, et quand vous irez faire les courses, vous aurez des élus écolos qui vous diront Toto, attends, tu rigoles ou quoi? Tu ne vas pas rentrer en ville avec ta voiture pourrie, etc., etc. Il faut aller travailler en ville, ça coûte vachement cher. Mais on doit y passer une nuit. Ah ben, il faut payer un logement ou un hôtel à Paris. Enfin, on n'a pas le temps, mais je peux vous raconter que ce truc est un délire. En revanche, que pour les villes, il peut y avoir un regain industriel dont je viens de parler dans des périphéries. Je prends l'exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure pour Lyon, Saint-Étienne, Firminy, machin, Bourgoin, machin, mais après, parisienne, Soissons, etc. Vous pouvez parfaitement imaginer que, et là, il y a des réseaux de transport collectifs, pas chers, etc. En fait, aujourd'hui, Soissons-Paris, c'est 1 heure de transport pour la gare du Nord. Vous pouvez parfaitement imaginer qu'il y ait effectivement du télétravail qui fasse que les gens partagent leur temps de travail entre Paris et Soissons et qu'ils puissent commuter assez facilement. Ils auront des services à Soissons. Et en plus, dans ces secteurs-là, vous pouvez avoir un regain d'industrie, comme je disais tout à l'heure. Donc, en fait, ça ne va pas changer la géographie générale de la production française. Je pense que ça va changer la géographie de fonctionnement interne d'aires urbaines. Les métropoles seront beaucoup plus larges, en fait. On va revenir, je pense, à quelque chose qui va être la vieille notion de l'INSEE, qui étaient les ZPU, je ne sais pas si vous vous souvenez, les zones de peuplement industriel et urbain. On va avoir des grandes zones de peuplement industriel et urbain qui incluront, je dirais, les villes à 1 heure de Paris, ou à 1 heure de Lyon, ou à 1 heure de. Donc, ou ce qu'on avait appelé avec Magali Dalandier les SPR, système productivo-résidentiel, oui, tout à fait. D'accord. Tous ces territoires-là, qui sont les territoires qui vont être les territoires où vont se déployer les habitants, les ménages, les emplois, ne font pas l'objet il n'y a pas de découpage politico-administratif pour les servir en termes de politique publique. Ils sont dans un angle mort. Alors on verra, peut-être que je dis des conneries aussi, hein, mais si ce que je dis n'est pas absurde, effectivement, c'est plutôt une hirondelle positive. Quand je dis ce côté positif, quand même, pour mettre un peu de noirceur, parce que toujours un peu de noirceur, c'est ce qui marche en France, hein, il faut être très pessimiste. Ce que dit le président de la Banque mondiale, il dit quand même craigneuse pour les Chinois. Les Chinois, ils ont sorti la tête de l'eau, la pauvreté a été vaincue de façon absolument inattendue, parce qu'ils étaient l'atelier du monde. Ils ne sont plus l'atelier du monde, alors qu'ils n'ont pas encore développé leur marché intérieur. Ça va chauffer. Et si ça chauffe en Chine, on ne va pas rigoler. Les tensions sociales et territoriales seront peut-être davantage exacerbées en Chine et poseront davantage de problèmes peut-être qu'en France, grâce ce qu'on évitera peut-être grâce tous les dispositifs redistributifs, etc., que vous avez expliqués. Écoutez, merci Laurent Davzy. Je suis navré, on a déjà dépassé d'1 quart d'heure, mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Finalement, selon les territoires, effectivement, on n'aura pas les mêmes chances d'attirer de la production, mais on pourra quand même tout de même, quand on est loin des métropoles, si on comprend bien, avoir des chances grâce à la fois par ces redistributions de revenus, mais aussi parce que le tourisme, vous l'avez rappelé,
isolés, les résidences Oui. secondaires, etc. Vous l'expliquez exactement dans votre ouvrage, le remontre à vraiment l'État a toujours soutenu ces territoires. C'est passionnant. Désolé pour ces petits Non, c'est problèmes bon. techniques. Ça nous arrive parfois, mais vous êtes très Non, bien mais c'est ma rattrapé. J'ai faute. Hein. l'impression que vous avez un C'est mon très bon truc. matos chez vous. Donc, un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Déjà, je sais que vous êtes très sollicité, donc je veux vraiment le signaler. Vous nous faites toujours l'amitié de passer du temps avec nous et plus que d'ailleurs que vous devriez, puisqu'on a dépassé d'un quart d'heure encore une fois. Non, mais Merci voilà. d'avoir partagé vos analyses Je avec connais nous. bien votre On vous réseau depuis réinvitera. longtemps. Ouais. Mais Je non, connais mais bien vraiment votre réseau merci depuis pour longtemps. votre. Et j'ai toujours Merci une très beaucoup bonne relation. pour votre amitié. Et encore une fois, je renvoie donc à vos ouvrages. Vous avez eu dans le chat toutes les références pour aller voir les podcasts, les ouvrages, etc. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous du DVECO. Le prochain n'est pas encore fixé, ni la date ni l'invité, donc on verra, ce sera probablement à l'automne. Et de toute façon, vous le savez, il y a le forum DVECO les 16, 17 et 18 novembre prochains. On va bientôt vous faire passer de l'information sur le sujet. En attendant, encore un grand merci, Laurent Davzy. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation pour vos travaux. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et bel été. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.